Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Marine Frantz, stagiaire chez Dixit.net. Le 8 juillet 2021, j'ai rencontré Laurent Leboury de l'association artistique d'Osmarès. Ensemble, nous avons évoqué l'intensification des usages en ville, l'importance des espaces communs et les possibilités du collectif. L'association d'Osmarès gère le dispositif des ateliers Blancarde, un projet d'art contemporain et d'économie circulaire qui organise des ateliers gratuits et ouverts à tous au premier étage de la gare Marseille-Blancarde. J'espère que comme moi, cette écoute vous donnera envie de partir à la découverte de vos quartiers et d'imaginer les opportunités pour créer des lieux communs dans des espaces oubliés. Bonne écoute. Laurent Leboury, bonjour. Tu es artiste, co-directeur et curateur de l'association artistique d'Osmarès, un projet artistique qui promeut des dispositifs culturels et artistiques dans Marseille. Depuis août 2020, tu portes le projet des ateliers Blancarde à Marseille, dans le 4e arrondissement. Cet ancien logement de fonction de 115 mètres carrés était vacant depuis 2008 et vous proposez désormais donc un tiers-lieu d'expérimentation artistique, d'innovation sociale et solidaire tourné vers l'économie circulaire. Avec ce projet, vous avez répondu à l'appel à projet 1001 gares de la SNCF pour occuper donc le premier étage de la gare de Marseille-Blancarde. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce dispositif et qu'est-ce que vous faites ici ? Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va peut-être préciser. Est-ce qu'on précise d'abord le cadre dans lequel, par exemple, ce projet a vu le jour, c'est-à-dire l'association qui est porteuse du projet. On va dire que les ateliers Blancarde est un dispositif plutôt tourné vers les riverains. Et ce dispositif, il prend naissance à l'intérieur. Il est porté par l'association d'Osmarès, qui a d'autres dispositifs qui sont aussi plus ou moins dédiés à des riverains, mettons pour du cours Julien par exemple, ou des choses comme ça. Pour on va focaliser sur les ateliers Blancarde, c'est quand même un peu le propos. Les ateliers Blancarde, c'est l'endroit où les artistes qui sont résidents permanents du lieu se tournent vers le public, les habitants, les riverains, les usagers de la gare. C'est à l'endroit où ça se rencontre. C'est-à-dire que c'est pas des ateliers d'artistes, puisque les ateliers Blancarde, c'est un peu des ateliers d'artistes, bien que dans le terme générique atelier, on entend plein de choses. Donc c'est des ateliers d'artistes qui sont ouverts au public, dont les pratiques des artistes sont visibles. C'est ouvert lundi, samedi, 9h, 18h, donc c'est hyper large, tout le monde peut venir à n'importe quel moment. Je dirais c'est ça, voilà, je dirais que c'est pour ça qu'on a appelé économie circulaire et art contemporain. Comment on arrive à lier les deux, et pour que on a tout à inventer évidemment, donc il y a rien d'établi, tout est à négocier avec la ville qui se passe, les riverains, les propositions. On est ouvert à toutes les propositions, y compris des artistes, mais des riverains. Donc, je dirais c'est le cadre général, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous avez répondu à cet appel à projet 1001 gares ? Qu'est-ce que ça change pour vous, ce dispositif ? Alors, très simplement, historiquement, il y a eu l'appel à projet. On s'est dit, pourquoi pas une gare, on connaissait pas les locaux, on n'avait pas visité. On a répondu, on a vite fait un dossier, on était plutôt sur des résidences artistiques. Puis le projet a évolué, il y a eu tout un process de sélection. Et finalement, on a de plus en plus orienté le projet vers cette relation au local. Ça s'est imposé comme ça. Alors, il est vrai que de notre côté, dans tous les projets, dispositifs qu'on met en place, il y a toujours cette histoire de décalage. Soit elle est sur le terme un peu, sur des projets qui sont un peu en décalage donc pour surprendre et tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais marqué vraiment cette histoire de décalage entre la gare, ce on s'attend à voir dans une gare, qu'on y mette de l'art contemporain
au premier étage, dans l'ancien appartement du chef de gare, que ce soit tourné économie circulaire, il y a beaucoup de gens qui nous disent mais c'est quoi l'économie circulaire? Donc on leur explique ce que c'est l'économie circulaire et après ils disent mais pourquoi l'art contemporain avec l'économie circulaire? Et donc on leur explique que tout ça fait partie d'une réflexion et que en fait ça se tient. Hein, c'est voilà. Et donc cette histoire de décalage et ce qui nous a aussi paru hyper important, c'est l'édifice emblématique de la gare. Ce qui se passe, c'est que dans ces quartiers, en tout cas dans ce quartier-là, la gare, c'est une gare secondaire. Il y a 10 000 usagers qui passent, mais c'est une gare dans un quartier pas très vivant. Il n'y a pas de bistrot, c'est pas très jeune, c'est plutôt résidentiel, des familles, des personnes âgées qui sont là depuis longtemps. Bref, ça bouge pas énormément le soir. Et on s'est dit, ça va être pas mal. C'est un lieu identifié. Tout le monde connaît la gare de Blancarde et on pourrait essayer que les gens se la réapproprient, se dire tiens, finalement il se passe un truc parce que les guichets ils sont ouverts de 9h à 17h et c'est fini. Donc là, ils commencent à se dire mais tiens, c'est pas mal ici. Qu'est-ce qui se passe? Ils montent, ils redécouvrent le lieu qu'ils ont toujours connu et qui était vide avant. Donc nouvelle affectation du lieu et c'est en ça que le bâtiment emblématique est bien, tout le monde le connaît quoi. Donc ça c'est chouette. Voilà. C'est un peu prendre à contre-pied aussi l'espace de la gare qui est très passant, très circulant, où là on prend le temps de s'arrêter, de découvrir et surtout c'est vrai que dans une gare on n'imagine jamais ces grands espaces un peu cachés à l'étage. C'est juste, il y a pas mal de gens qui attendent le train, qui se disent je suis arrivé à la gare bien trop tôt. Ou qui arrivent et disent finalement mais je veux commencer par là, je regarde qu'est-ce qui se passe à l'étage et c'est chouette de voir que la porte est évidemment ouverte et donc une porte ouverte invite à entrer, à découvrir et après il faut être curieux mais il y a pas mal de curieux et ça fonctionne. Et justement, donc le fait d'être dans une gare, de voir tous ces mouvements, ces temporalités différentes aussi, j'imagine, parce que entre les heures de pointe ou même le week-end, la semaine, peut-être ça. Qu'est-ce que ça change vous dans les activités que vous pouvez proposer, les démarches que vous avez? Ce qu'il y a, c'est pas tant sur les usagers. Les usagers, ils passent métro, train, tram, métro, etc., etc. Ils font que passer. Il y a pas très longtemps, on a reçu l'école d'urbanisme qui veut faire une étude sur le parvis qui est juste devant. Donc on a discuté un bon moment. Ce parvis qui est juste devant la gare et qu'il faudrait se réapproprier parce que c'est un lieu de passage, alors que ça pourrait être un lieu où on prend une pause. Mais il n'y a pas un siège, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une ombrière, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que c'est un lieu qui est gigantesque, qui doit faire ses 400 mètres carrés, le parvis. Tout le monde y passe. Il n'y a pas un marché, il n'y a pas des petits paysans, il n'y a pas un vide-grenier, en fait il n'y a rien. Et c'était hyper intéressant de voir que déjà ça commence à émerger, que la plupart des gens qu'on commence à côtoyer du quartier depuis un an et quelques, ils commencent à se dire mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on pourrait faire là et est-ce qu'on pourrait pas voir le maire? Est-ce que vous pouvez pas nous aider à intervenir puisqu'on est quand même implanté? Mais donc c'est une question qui émerge. On n'a pas forcément eu besoin d'en parler. Les gens se disent mais oui, alors c'est peut-être un modèle puisque plein de gens comprennent qu'il y avait un chef de gare qui habitait là, que c'est resté vide. Et que la plupart d'entre eux disent ah bon mais il y avait l'appartement du chef de gare, j'avais jamais vu qu'à la gare il y avait le premier étage. C'est facile, rez-de-chaussée, dessus le premier. Ils disent oui mais j'avais pas dans leur esprit, c'était drôle comme concrètement il y a un étage et dans l'esprit des gens il y avait pas d'étage. Bien sûr, c'est un lieu invisible. Ouais c'est ça. Et là ils redécouvrent un espace parce qu'en fait ils y montent et ils regardent etc. Donc c'est pas inintéressant et par conséquent, ils se re-questionnent aussi sur la valeur de ce parvis qu'ils traversent et ils se disent c'est vrai, ça pourrait être pas mal d'y mettre, je sais pas, des bancs, des parasols, je sais pas, revégétalisés, bref. Et donc beaucoup de riverains, pas forcément des usagers, mais les usagers, ils y viennent petit à petit. C'est plus les riverains, je crois, qui sont parce qu'ils y vivent.
Et ils voient bien la différence quand il y a des choses ouvertes. On propose beaucoup d'ateliers qui soient soit des ateliers économie sociale et solidaire, hein, économie circulaire aussi, bricolage, des gestes éco-responsables, consommation raisonnée, enfin, ou alors éducation artistique et culturelle, ou autonomie de plein de choses. Bref, il y a beaucoup d'ateliers. Ces ateliers, ils ont deux intérêts, parce que on est quand même assez malin. C'est-à-dire que, alors ils ont un intérêt évident et on va dire premier, qui est apprendre aux gens certaines compétences, comment faire son gel hydratant à base d'aloe vera. Ok, super, voilà. Mais évidemment que c'est pas ce qu'on recherche. On recherche bien sûr qu'ils soient autonomes en plein de choses. Mais ce qu'on recherche surtout, c'est qu'ils arrivent à se parler, à se croiser, se recroiser dans les ateliers, venir pour tel ou tel truc, repasser, revenir à l'improviste, etc., etc. Et comme ce sont des gens de quartier, puisque forcément ils privilégient une sorte de proximité avec leur habitat, ils vont forcément se croiser dans le quartier, se dire « Ah mais tiens, on s'est pas déjà vu à l'atelier, etc. » Et petit à petit, ça mettra du temps, mais on y arrivera, faire en sorte que les gens recommencent à se parler, etc. Et ceci, je rebondis sur autre chose, c'est-à-dire que là, il y a un terrain vague derrière le métro, qui fait à peu près 500 mètres carrés. Et on est en train de signer une convention de délégation de compétences avec la mairie de secteur et la métropole qui a la compétence de cette parcelle, de façon à se réapproprier ce terrain avec un sol dans un état lamentable, et de le redonner aux riverains et que eux le prennent en charge une fois qu'ils ont bien compris comment nous on était réceptifs et ouverts à plein de choses. On dit, OK, on va s'occuper de ce jardin collectivement. Ça va être un jardin pas pour l'alimentation, mais un jardin, comment on appelle ça Un espace public, un espace commun, ouais, un espace à partager, commun, végétalisé. Ouais, partagé, d'expérimentation, et évidemment, d'endroits où on se rencontre, on peut discuter, voilà. Et la gestion va être collective. Ça veut dire que c'est pas un jardin dans lequel chacun va avoir une petite parcelle à soi, en reproduisant les mêmes schémas de possession, de limitation de parcelles, ça c'est chez moi, ça c'est chez toi. Bref, on va évidemment pas aller là-dedans. On va forcément en faire un espace collectif où chacun y a accès à tout et doit aussi en avoir la responsabilité, l'entretien. Et voilà, on espère mettre en place un planning d'occupation. Nous, on va faciliter les choses avec des clés qu'on peut, voilà. Mais des choses comme ça. Je pense que ça peut être un bon atout. Et en tout cas, des 300-400 personnes qui sont intéressées jusqu'à aujourd'hui, qui attendent qu'on investisse ce lot, ils sont hyper partants pour s'occuper de ce bien commun, quoi. C'est hyper intéressant de voir quand ils passent à côté comment ça les désole d'avoir des parcelles dans un état lamentable, et ils savent bien que chez eux ils ont un balcon de 3 mètres carrés et qu'ils se disent mais si j'avais ça, j'en ferais plein de choses. Voilà, donc c'est super. C'est chouette de voir comment vous arrivez aussi à lancer une dynamique, mais qui est réappropriée ensuite par les habitants eux-mêmes dans la création de ces espaces communs. Et par rapport justement à la manière dont vous intégrez au quartier, donc vous facilitez la vie de quartier aussi et des nouveaux usages. Est-ce que cet espace de la gare mutualisée, quels sont les rapports? Vous avez dit que les usagers se sentaient peut-être moins concernés aussi par ce qui se passait au premier étage, parce que chacun aussi a ses priorités, ses temps de passage de trajet. Est-ce qu'il y a qu'est-ce que ça a amorcé avec la SNCF? Est-ce que, par exemple, les gens qui travaillent ici ont découvert aussi de nouvelles choses? Enfin, est-ce qu'il y a des services de la SNCF ou au final, c'est vraiment deux espaces dissociés? D'abord, les usagers, il faut comprendre que c'est une étape sur leur parcours entre un lieu et un autre. Donc, soit on a deux cas de figure. On a les usagers dont c'est le point d'arrivée ou le point de départ. Alors, en quel cas, ils ont un peu de temps, ou alors ils n'ont pas de temps, mais ils y reviennent là. Enfin, c'est à l'extrémité du parcours, on va dire, parce qu'ils habitent là où ils travaillent là. Et puis les usagers qui vont beaucoup plus loin et qui viennent de beaucoup plus loin et qui ne font qu'une étape.
Il faut vraiment, pour ce deuxième groupe d'usagers, qu'à ce moment-là, il y ait un retard de train pour qu'ils se disent « Oh mince, je suis là, qu'est-ce que je vais faire ?» Et hop, c'est pour ça que ça marche, à mon avis, sur le long terme pour le second groupe, alors que le premier, ils sont directement concernés. Après, rapport à la SNCF, évidemment, alors nous, on est avec la SNCF, on a des relations cordiales et tout à fait amicales. Après, c'est notre bailleur, on paye un loyer, etc., etc. On a une convention d'occupation. On n'a pas plus que ça. On essaye, par exemple, là, on essaye de faire en sorte d'installer près des voies une bibliothèque, on appelle ça d'urgence, mais on peut dire express, au cas où vous avez une envie irrépressible de lire dans le train. On a bien envie comme il y a des pianos dans les gares, on pourrait se dire il pourrait y avoir des bibliothèques dans les gares, et ce sont des bouquins que les gens du quartier, on a des cartons entiers, des kilos et des kilos de bouquins, alors des romans de gare ou des choses plus intéressantes, mais pourquoi pas, qu'ils donnent. Et ils nous donnent plein de bouquins, nous on refuse pas les dons, donc on dit oui, donnez-nous les bouquins, on les prend. Et on s'est dit, il y a des bouquins hyper intéressants qu'on garde dans notre bibliothèque pour les gens du quartier, mais c'est des bibliothèques de prêt, on va dire. Et pour les autres, on se dit tiens, on pourrait les mettre dans un petit meuble sympa et à la disposition des voyageurs. Et la SNCF est plutôt partante pour ça. Donc ça veut dire que ils sont ouverts à des propositions. Après, la SNCF, ils n'ont pas la même réactivité que nous. Nous, on prend une décision, à la fin de la semaine, on passe à l'action. Eux, ça met 6 mois, 1 an avant qu'ils commencent à se dire que... Donc tout est possible, je crois. Mais voilà, on n'a pas les mêmes temporalités. Et du coup, est-ce que à côté de ce projet donc de jardin sur la parcelle d'à côté, est-ce que ce lieu est aussi, vous avez dit donc, des ateliers ouverts au public, aux gens du quartier. Comment est-ce que la programmation a pu évoluer justement avec les demandes des habitants? Ouais, on a une singularité dans la programmation. Économie circulaire, art contemporain. Donc on est un petit peu écartelé entre les deux, c'est pas simple. On essaie déjà de trouver un équilibre entre un équilibre d'image. C'est-à-dire que si on propose trop de choses art contemporain, vécu, ou en tout cas ressenti comme quelque chose d'un peu élitiste, l'art contemporain, on n'y comprend rien, c'est conceptuel, etc., etc. Bref, c'est pas avec ça que les gens vont venir ici. Et d'un autre côté, si on fait trop de choses qui sont économie circulaire, de type atelier les DIY de shampoing et... Voilà, recyclage, upcycling, etc., etc. Bon, c'est chouette, mais on va pas arriver à on n'est pas là pour ça. Donc, et comme notre mission, c'est quand même de repenser le rôle des artistes dans la société, en mettant en avant le rôle de l'artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'horaire de travail, qui n'est pas salarié, qui bosse quand il veut, qui est pas subordonné par quelqu'un, qui a une vision peut-être, j'espère, et surtout qui a aussi des rapports humains, puisque on fait de l'art pour témoigner de quelque chose, communiquer une façon de voir, et donc forcément, a priori, il nous faut un public, quoi. Un artiste qui aurait pas de public, ça ferait un peu bizarre. Donc ça veut dire que c'est là où on essaye de faire cet équilibre entre des ateliers qui seraient plutôt art au sens large, ça peut être éducation artistique, donc ouvert à tous, des choses qui sont un peu plus économie circulaire, donc aussi ouvert à tous, y compris des artistes. Donc ça, c'est l'équilibre qu'on essaye de mener entre les deux. Et qu'est-ce qu'on disait sur la question? Et du coup, est-ce que justement cet équilibre, vous avez pu aussi le trouver grâce à l'intervention des habitants et comment Et ce qui est hyper bien, et on ne s'était pas attendu à ça, c'est que on a un programme affiché, etc., mois par mois, et le public
les riverains, ils proposent des choses. C'est-à-dire, c'est très étonnant, alors qu'on n'a pas fait d'appel, hein, on n'a rien dit de particulier, on a juste fait notre programmation, un peu d'art contemporain, un peu d'économie circulaire. On a fait des projections, des débats, rencontres avec des artistes, et puis des cours de bricolage, bref. Et puis les gens, alors il doit y avoir une demande. Et on a commencé par quelqu'un qui est sophrologue, qui dit mais moi je veux bien donner des cours de sophrologie, une sensibilisation à 10 personnes sur la sophrologie pour apaiser le stress. On dit oui, bienvenue. Donc elle est venue, elle a proposé plusieurs sessions. Après quelqu'un est venu en disant mais moi je fais la dégustation de thé parce que je reviens là, je m'y connais en thé, j'en ai plein. Ah oui, pourquoi pas. Moi je fais du bricolage, j'étais ébéniste marketeur, donc est-ce que je peux donner des oui, pourquoi pas. Et en fait petit à petit les gens, ils proposent des choses. Une avocate qui a dit, mais moi, je suis avocate en droit du travail. Si je peux faire une session pour aider les gens du quartier à résoudre des problèmes. Et je trouve ça génial que, on ouvre un lieu, et ce qui est super, c'est que ce lieu soit ressenti comme pouvant être investi sans montrer patte blanche, sans être en disant, ben voilà, moi, je propose ça. Pourquoi pas, quoi, faisons-le. Et plein de choses, quoi. Enfin, j'en oublie, mais et c'est super chouette de voir comment la population propose. S'approprie les lieux aussi et comprend cet espace comme un espace à occuper, c'est ça, mais génial. ouvert sur la ville. Et là-dessus, oui, c'est vrai que le symbole de la gare est intéressant parce que justement, ça devient vraiment la place de la gare centrale qui fait vivre toutes les activités. Non, mais ça, c'est assez chouette de voir ça. Et les ateliers sont toujours complets. Ils sont tous gratuits, évidemment. Ils sont gratuits sans même être adhérents. Donc, les gens sont hyper surpris de voir que, comment vous faites pour fonctionner. Donc, on leur explique. Quand on a un peu plus de temps, on leur explique notre modèle économique qui fonctionne sans subvention. Mais c'est juste une repenser des modèles économiques. Et c'est hyper viable. Ça peut durer des dizaines d'années comme ça parce que ça fonctionne. Et ça fonctionne pas sur le salariat, puisque on sait tous que dans les entreprises, la masse salariale, c'est quand même la première dépense, avant le foncier, avant tout le reste. Et donc, nous, on a enlevé cette dépense parce que on la change en d'autres valeurs. Mais, et ça fonctionne, et tout le monde est hyper surpris, et c'est hyper agréable. Parce qu'il n'y a plus de rapport marchand, on ne vend rien, et tout est gratuit. Alors, et c'est là où ça rejoint le projet artistique avec une dimension économique et politique, c'est que ça interroge les gens en disant mais ça voudrait dire que ça c'est possible alors que le modèle marchand n'est pas le seul modèle possible et qu'il y a d'autres modèles pérennes qui sont non marchands et à la fois agréables. C'est viable et aussi c'est pour ça que dans les locaux on n'a pas repris les codes de magasins, de boutiques. Et en fait on arrive c'est un escalier, un escalier d'époque, mais un escalier. On arrive dans une cuisine accueil, mais il n'y a pas de comptoir, il y a rien qui laisse penser. C'est comme si on était chez quelqu'un. Et ça perturbe les gens en disant mais vous êtes qui? Vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes la SNCF? Non, on est chez la SNCF, mais on est une association, on marche comme ça, etc. Casser les codes, et donc ce décalage dont je parlais au début, trouver toujours le moyen de décaler pour un peu attiser la curiosité, créer un mini choc pour se dire mais alors d'accord, mais c'est possible. Ouvrir des perspectives. Ouais, c'est ça. Et déclencher, je pense, une proposition. Puisque ils se disent mais ouais, pourquoi pas. Alors s'ils ont l'air assez ouverts, c'est que je peux proposer quelque chose. Et ça fonctionne, ouais. Et justement, donc sur ce modèle économique, si vous voulez bien peut-être détailler un petit peu justement pour comprendre comment est-ce que vous fonctionnez entre donc votre association artistique, ce projet artistique et les différents dispositifs que vous mettez en place. Ce qu'on essaie de faire, étant donné que Dos Mares est un projet artistique, une entreprise aussi, puisqu'un numéro de tirette, un salarié, etc., est une entreprise, un projet artistique, une plateforme curatoriale, enfin plein de choses un peu compliquées, mais c'est que chaque dispositif dans les ateliers Blancarde, chaque dispositif est indépendant. C'est comme on fait une œuvre, et puis on en fait une autre, et puis on en fait une autre. Les œuvres l'ensemble raconte quelque chose, une direction commune, mais elles ne sont pas liées entre elles. On peut exploiter l'une et pas l'autre, etc. Donc on les considère comme ça. Ça veut dire que les ateliers Blancarde, c'est indépendant. Le site, donc les locaux, sont indépendants. Ils ont leurs ressources propres, leurs charges propres. Et bien sûr, il faut que ça soit à l'équilibre à la fin de l'année.
Donc ça veut dire que, étant donné donc c'est pas soumis comme toute œuvre, elle peut pas être soumise à une subvention. Donc dans l'idée, on n'a que ce qu'on a dans les locaux. À nous d'être assez malins pour trouver une façon que ça vive et qu'il y ait une sorte de roulement, et que tout roule bien. Donc on a mis en place des choses qui sont complexes, mais que je peux expliquer. C'est-à-dire que on est ouvert de 9h à 18h du lundi au samedi. Alors ça déjà, ça fait en ETP, c'est-à-dire en équivalent temps plein, 1,5. C'est-à-dire qu'il nous faudrait un salarié et demi. Enfin, on va pas rentrer dans les chiffres, mais ça fait beaucoup d'argent dans une année. Un salarié et demi pour rien que pour faire la réception du public et tous les ateliers qu'on propose et les services. Et donc, on a dit, on va plutôt accueillir les artistes. Et ce qu'on va faire, c'est que les artistes vont dédier une demi-journée ou une journée en fonction de leur planning au lieu, parce que c'est leur lieu et ils peuvent y faire de leur expo, etc. et ça. Donc ils sont gratuits, leur atelier, ils ont un atelier à vie, gratuit ici, en échange d'un temps pour l'ensemble du projet. Donc chacun d'entre nous, on est 6 artistes, chacun d'entre nous cette année prend une journée par semaine, on se la répartit, on la change au dernier moment, bref, la vie, mais on donne ça au projet. Ça veut dire que déjà on a enlevé cette TP, un TP et demi, enfin cette charge-là, on se la répartit. Donc, quand on répartit la charge, ben ça passe beaucoup mieux. Et donc, ça nous permet déjà que les artistes, ils aient un atelier gratuit. Ils n'auraient pas à payer, parce que si on avait à sortir l'argent pour quelqu'un salarié, il faut bien le sortir de quelque part, et donc on demanderait aux artistes résidents de payer leur atelier comme ils le font la plupart du temps. Donc on a enlevé la recette des artistes en enlevant la dépense du salarié, puisque l'un étant l'autre, ils peuvent s'organiser en fonction de leur pratique. Il y a des gens qui sont plutôt efficaces l'après-midi, le matin ils sont tranquilles avec un rapport public, comme si voilà. Donc une mutualisation aussi des espaces de travail. Exactement, et des voilà. ateliers. Ouais. Il y a en fait la mutualisation, elle est assez énorme. C'est tout ce qui est. On est beaucoup sur l'économie de la fonctionnalité, donc la mutualisation de plein de choses, des espaces, des outils. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un peu éradiqué à la fois les recettes et les charges, donc ça s'équilibre. Et on a quand même un loyer à payer à la SNCF qui est de entre 5 et 700 euros en fonction des années. On a négocié un étalement par mois. Et ça, on a des coworking. C'est-à-dire que des gens viennent ici, c'est leur bureau avec leur placard, ils le louent. On a 2 coworking et ça plus un espace bureau qu'on loue à un opérateur culturel. Et ça permet de payer les charges et le loyer. Et donc voilà, c'est réglé. Ce que font les artistes en plus, c'est qu'ils proposent régulièrement des ateliers dans la continuité de leur pratique artistique. Donc, ils sont des ateliers d'activité artistique. Ça peut être photo, ça peut être textile, en fonction de la pratique. Donc, ça permet, simplement d'avoir un équilibre financier entre le loyer donné à la SNCF et le coworking qui paye son loyer. Un loyer bas par rapport au prix du marché des coworking. Mais ça fonctionne dans un petit lieu plutôt à échelle humaine. Et tout le reste, c'est de l'échange de temps, quoi, de l'optimisation. Et donc pour le jardin, ça sera la même histoire. C'est-à-dire que au lieu d'avoir quelqu'un qui ouvre et ferme tous les jours, etc., on va essayer de mettre en place un planning online sur une occupation comme un supermarché participatif, en disant voilà, chacun a des parts, a un intérêt en tout cas dans ce jardin. Donc chacun prend son tour, vient le matin, l'après-midi, moi j'arrose les plantes, moi je fais ça, etc. On va voir comment ça va marcher. Mais c'est l'idée, quoi. C'est une belle expérimentation en tout cas. Et bien, du coup, pour finir cet échange, on a une question qu'on pose à tous nos invités, qui est: est-ce que vous auriez un livre à recommander à nos auditeurs ou nos auditrices, que ce soit sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, ou peut-être un livre qui vous inspire vous aussi dans votre pratique? C'est une question compliquée parce qu'il y en a plein de livres.
Après, c'est des livres. Dans ma pratique artistique, c'est quand même des choses qui sont complexes au sens. J'ai pas de livre particulier. Enfin, si, il y en a un, mais qui a marqué il y a longtemps. Alors, je peux peut-être citer celui-là, mais parce que ouais, il peut être. Il a une sorte de pertinence par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est Marcel Mauss, donc un anthropologue sociologue, qui a écrit un essai, s'appelle l'essai sur le don, où il développe toutes les relations complexes, le don, le contre-don, la redevabilité, positive au sens, je suis pas redevable, j'ai pas une dette absolument, mais c'est hyper intéressant. Ça en est un. C'est un bel exemple pour justement, je pense aussi réfléchir aux manières dont on habite ensemble la ville au final et pas seulement pratiquer des espaces chacun de notre côté. Merci beaucoup pour cet échange, Laurent Le Bourry. Et on reviendra du coup découvrir ce jardin. Avec plaisir. Visiter cet nouvel espace. Ouais, au revoir. Super, au revoir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.